C'est un type un petit peu particulier. Alors, déjà, c'est une conférence à deux voix. Nous avions déjà eu l'occasion de faire des conférences à plusieurs voix au début de l'année qui avaient bien fonctionné. Et les intervenants et vous, public, aviez trouvé que c'était une bonne formule. Donc, nous réitérons ce soir sur un sujet un peu particulier, un peu plus technique que d'habitude, mais les deux intervenants vont rendre ce sujet technique tout à fait accessible. Et nul doute que vous serez tous experts en nanotechnologie à la fin de la conférence. Donc, je vous présente, même si vous la connaissez tous, Flavie Vincent Petit, qui est conservatrice restauratrice de vitraux, chercheuse, artiste, et donc qui travaille notamment sur le jaune d'argent dans toutes ses dimensions historiques, techniques, créatrices, etc. Et puis Christophe Couteau, que vous connaissez peut-être un peu moins, qui est directeur du laboratoire L2N, donc Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie, si je ne dis pas de bêtises, à l'Université de technologie de Troyes, qui est donc physicien, et qui, depuis maintenant plusieurs années, peut-être grâce à Flavie, c'est lui qui vous le dira, s'intéresse notamment à l'art du vitrail. Christophe a notamment, depuis maintenant 3 ans, ouvert une unité d'enseignement au sein de l'UTT, de l'Université de technologie de Troyes, sur le vitrail, pour aborder cet art et pour intéresser les futurs ingénieurs à la dimension artistique et tout ce qui peut être abordé autour. Et donc Flavie, évidemment, est intervenante dans cette unité. Et donc tous les deux travaillent ensemble sur l'art du vitrail et ont développé notamment un certain nombre de recherches sur le jaune d'argent. Et c'est une petite présentation de leur travail qui vous est proposée ce soir, donc avec cette conférence Vitrail et nanotechnologie, une histoire commune, où vous allez découvrir qu'il y a 400 ou 500 ans, à Troyes, on faisait déjà des nanotechnologies sans le savoir. Je vous laisse la parole. Merci Anne-Claire. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va commencer un petit peu par se présenter. Donc, en effet, moi, je m'appelle Christophe Couteau. Donc, je suis professeur à l'Université de technologie de Troyes. Donc, je suis en effet physicien et je suis directeur d'un laboratoire de nanotechnologie qui s'appelle le L2N. Et donc, qui en effet veut dire Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie, qui est une unité mixte de recherche entre l'UTT, donc l'Université de technologie de Troyes, et le CNRS. Et donc, on s'était dit qu'on pourrait un petit peu, avant de commencer, nous présenter. Alors, Flavie, vous la connaissez peut-être certainement plus que moi, que vous ne connaissez moi. Mais je me suis dit quand même c'était un peu important de vous montrer les enjeux sur lesquels on travaille dans notre laboratoire et peut-être que ça va vous aider donc à mieux comprendre en effet la suite et le pourquoi de tous les deux, pourquoi nous sommes là ce soir. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations et de ce que sont les nanotechnologies. Alors d'abord, je voulais vous parler typiquement de la taille de ces objets. Donc ici, vous avez une photographie d'un cheveu. Donc c'est fait par un microscope électronique à balayage. Donc c'est un appareil un petit peu plus compliqué qu'un microscope optique, mais enfin bon, on va dire que c'est un microscope plus. Et donc là, vous voyez que typiquement la barre qui est ici, c'est 20 micromètres. Donc ça veut dire que le diamètre d'un cheveu, c'est typiquement 50 micromètres. Voilà. Alors donc c'est pour vous donner une idée de quelque chose qu'on peut voir à l'œil. C'est à peu près la limite. On peut voir un petit peu plus petit que ça, mais c'est à peu près la limite. En dessous d'un cheveu, on ne peut plus voir. Et donc ça, c'est des micromètres, 50 micromètres, typiquement le diamètre d'un cheveu. Mais nous, dans les nanotechnologies, il faut encore qu'on divise par un facteur 1000 pour arriver à 50 nanomètres. Et là, on est typiquement dans les ordres de grandeur des objets qui nous intéressent. Ouais. Et donc, je vous ai mis aussi... donc, je vais vous montrer après comment on s'intéresse à ces objets. Et je vous ai mis 3 exemples de nanotechnologies
Donc 2 qu'on retrouve dans la nature et puis un troisième qui est fait, qu'on a dans notre téléphone tous les jours. Donc le premier, donc ça c'est un papillon et donc vous voyez, donc c'est un papillon qui est essentiellement de 2 couleurs, blanc et noir. Et donc en fait quand on va aller zoomer, quand on va aller regarder de près ce qui se passe sur ces ailes de papillon, eh bien on va se rendre compte que là où il y a du noir, on a donc l'aile qui va ressembler à ça, donc une espèce de structure de taille en fait micrométrique aussi, un peu plus petite que les cheveux, donc en échelle comme ça. Et puis quand on va aller vers du blanc, donc qui donne en fait la couleur blanche plutôt que la couleur noire, on se rend compte qu'on a la même structure, on retrouve cette structure en échelle, mais en plus on a des petites boules qui apparaissent, qui elles sont de taille plutôt nanométrique. Et en fait, c'est elles qui sont responsables. Donc, c'est la seule différence entre ici et ici. Mais c'est ces petites boules-là qui vont interagir avec la lumière, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, et qui vont donner la couleur blanche des ailes de papillon plutôt que l'aspect noir lorsqu'on n'a pas ces petites boules. Autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet nénuphar. Donc là, vous avez une goutte d'eau sur un nénuphar et en fait, on voit bien donc la goutte d'eau ne mouille pas le nénuphar. Et en fait, ça, c'est dû à des effets mécaniques nanométriques. C'est-à-dire que si on regarde de près la structure du nénuphar, on va d'abord trouver des pointes comme ça, donc des espèces d'îlots qui sont sur le nénuphar. Et puis, quand on va aller regarder encore de plus près un de ces îlots, on se rend compte que sur lui, il y a encore des petits poils. Voilà. Et donc finalement, ce qu'on a, c'est un îlot qui est d'une taille micrométrique et des petites sous-structures à nouveau, tout comme le papillon, qui sont de taille nanométrique. Sauf que cette fois-ci, l'effet n'est pas optique, c'est pas de changer la couleur, c'est de changer la propriété mécanique et donc de faire en sorte que ces structures-là sur les nénuphars fait que l'eau ne va pas mouiller et va glisser sans frottement sur le nénuphar. Voilà. Et le dernier exemple, là on ne voit pas très bien, donc le dernier exemple en fait c'est vous montrer, donc c'est une courbe, alors ce que vous ne voyez pas, mais c'est une courbe en fonction de l'année, donc on part des années 80 jusqu'à nos jours, et puis on voit qu'il y a une courbe qui diminue là comme ça, et en fait ça c'est la taille des transistors donc qu'on a dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Et donc, on voit que dans les années 80, on avait des tailles de transistors, et encore avant, qui sont passées on va dire dans les années 60, les premiers transistors, c'était millimétriques, de l'ordre du millimètre. Et puis, au fur et à mesure, la technologie s'est améliorée jusque dans les années 80, où là, le chiffre que vous avez là, c'est 3 micromètres. Donc là, on est encore déjà un facteur 10 par rapport au diamètre du cheveu dont je vous parlais. Et puis on voit que ça continue de diminuer. Et donc là, vous ne voyez pas, mais on est de l'ordre de quelques nanomètres de taille typique de ces transistors. Donc il y en a des millions et des millions dans tous les appareils électroniques. Et donc qui nous permettent de faire tous ces calculs, entre autres parce qu'on a pu miniaturiser la taille de ces composants. Donc ça, c'est deux exemples naturels et puis un troisième que l'homme fabrique. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire ? Eh bien, on va étudier, contrôler et observer les nanotechnologies. Donc là, je vous ai mis une photo du bâtiment. Donc à l'intérieur, on a des salles, des laboratoires, des salles d'expérimentation. Donc tout ça, c'est dans une plateforme qui s'appelle Nanomat. Et ici, vous avez des images de ces salles. Donc là, vous avez des grandes parties de nos salles qui sont en salle blanche. Vous avez aussi d'autres salles qui sont à l'extérieur de la salle blanche où on va observer et étudier ces nanotechnologies. On va les fabriquer aussi. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de nano-objets qu'on fabrique. Donc là, vous avez des choses qui sont plutôt des cubes. Là, vous avez plutôt des réseaux, des nanoparticules qu'on va mettre en réseau. Donc là, vous avez d'autres particules qu'on fabrique qui vont être en hexagone, en fil, en plot, en oursin, etc., etc. Et puis,
Donc tous ces objets, on les fabrique, on essaie de contrôler leur taille, ensuite leur propriété. Donc je vais donner des exemples mécaniques, électroniques, optiques. Voilà tout ce qu'on peut faire. Et puis donc pour aller vers des applications telles que par exemple le transistor. Et d'autres applications dont on va parler plus en détail, qui sont de faire des nouveaux nanomatériaux qui puissent servir pour le vitrail. Et donc je vous donnerai le lien tout à l'heure entre le vitrail et les nanomatériaux. Notamment, je reviendrai sur cette image de différentes solutions dans lesquelles on retrouve des nanoparticules. Voilà. Donc maintenant, je me suis présenté. Maintenant, c'est Flavie qui va se présenter. Donc, je pense que vous me connaissez déjà, mais je voulais vous représenter les activités diverses que l'on menait à la manufacture, avec un côté étude des vitraux anciens, avec aussi bien études historiques que parfois physico-chimiques ou autres. Le plus souvent, c'est pour des architectes en chef, ce qui permet de préparer en fait les dossiers d'appel d'offres, le plus souvent. Et puis, une fois que les études sont faites, on fait les travaux. Alors, pas forcément sur les mêmes chantiers, mais vraiment, on fait de la conservation préventive et de la restauration. La différence entre l'ensemble, restaurer, on intervient directement sur l'œuvre pour lui assurer une pérennité, pour vraiment réparer les choses, alors que la conservation et la conservation préventive, on va agir sur plutôt l'environnement de l'œuvre pour lui permettre également de franchir les siècles du mieux qu'elle peut. Donc, pour cela, on a des restaurateurs, on a maintenant une régisseuse pour vraiment prendre en charge toutes ces collections qui passent en les numérotant, en les stockant convenablement. Et puis, on a des serruriers pour gérer l'œuvre, bien sûr, mais surtout son support, pour imaginer des techniques de conservation préventive, donc comment on modifie les barlotières, par exemple, dans une fenêtre, pour repositionner le vitrail ancien, mais avec sa protection intégrée. Et puis, on fait aussi de la création contemporaine, parce que le vitrail est un art vivant et que c'est extrêmement important de rester dans une continuité, de s'inscrire en fait dans une lignée, parce que le patrimoine doit continuer et on crée aussi le patrimoine pour demain, en plus de transmettre le patrimoine ancien. Donc voilà, et puis bien sûr, il y a aussi toutes les choses très matérielles, comme le fait de monter les échafaudages, d'aller voir en haut, en hauteur. Donc on a tout un ensemble, et je pense qu'il faut parler des métiers du vitrail, et non pas du côté maître verrier, parce qu'en fait, c'est une myriade de compétences qui se complètent, et c'est vraiment un microcosme ou extrêmement complexe, où chacun va avoir des spécialités et venir compléter le travail des autres. Donc, on va vous parler du vitrail, bien sûr. Qu'est-ce qu'un vitrail ? Et puis après, on va regarder le vitrail un peu sous un œil conceptuel d'histoire de l'art. Et puis ensuite, expliquer le point de vue en fait de la physique. On va regarder les différents matériaux, les principes de nanoparticules métalliques qui colorent en fait les vitraux, tant dans le verre support que dans les peintures sur verre. Et puis après, on vous a mis des exemples d'études que nous avons menées ensemble. Donc le vitrail, c'est un objet paradoxal et singulier qui n'est pas vraiment étudié. Il est étudié bien sûr dans le champ de l'histoire de l'art, dans des champs très précis, mais ce n'est pas encore une discipline complète comme on peut avoir en conservation-restauration de tableaux, par exemple. Et le vitrail, en fait, il a cette singularité qu'il est à la fois une œuvre d'art souvent peinte aux deux faces, et en même temps, c'est un médium qui doit assurer l'étanchéité du bâtiment. Donc, on fait l'étanchéité, le clos et le couvert, avec une œuvre peinte et fragile. Donc, restaurer, ça va être vraiment imaginer des systèmes pour un peu désolidariser le côté étanchéité et le côté œuvre d'art pour transmettre l'œuvre d'art au mieux. Le vitrail a évolué, en fait, tout au long
tout au long de l'histoire. Et au départ, donc, il naît en Europe, à peu près au 5e siècle. Entre le 5e et le 9e siècle, on retrouve des fragments, mais on n'a pas d'ensemble conservé en place. Les premiers vitraux qu'on connaît vraiment en place sont vraiment 11e, 12e, qui sont liés à l'évolution de l'architecture, à la conception de la lumière dans le monde chrétien, avec notamment l'abbé Sugère à Saint-Denis, qui va reprendre des écrits de justement Saint-Denis, et qui va conceptualiser en fait la lumière en tant que Dieu lumière, ce qu'on retrouvait aussi dans la Bible. Mais en fait, les fenêtres vont s'ouvrir et c'est vraiment le vitrail comme médium qui va créer l'espace du sacré en filtrant la lumière. Donc le vitrail, non seulement c'est un objet d'art, une œuvre d'art, mais il participe à l'architecture. Et donc c'est compliqué de désolidariser en fait l'objet vitrail en dehors de son architecture. Ça va être le médium qui va tamiser la lumière, transformer l'espace du sacré et faire aussi la limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre le profane et le sacré, et créer les conditions les meilleures pour le recueillement. Mais c'est aussi un médium qui porte des images, donc il y a une iconographie, et qui donc porte un message. Et ce message est vraiment lié également à la liturgie, puisque l'Église, c'est le lieu où on va célébrer la messe. Et donc, non seulement on a un côté vraiment étanchéité, mais aussi relié à la liturgie. Donc, ça vous montre un peu la complexité de ce médium. Donc là, je vous ai mis quelques images où on voit en fait la fragilité des couches picturales. Ça, c'est un détail de la bataille de Clavigeau que vous pouvez aller voir maintenant qu'elle est restaurée dans la chapelle. Donc, vous voyez, avec des problèmes de couches picturales. Et puis, des détails qui sont minuscules, mais que l'on voit peu de près. Ça, c'est un tout petit détail à Bar-sur-Seine, où sont des petites frises du XVIe siècle, peintes comme ça, de façon très légère, dans ces fenêtres-ci. Donc là, vous voyez le côté étanchéité. Donc ici, vous voyez Bar-sur-Seine aussi, très transparent. Le vitrail, en fait, il y a une porosité avec l'extérieur. Et ce qui est intéressant dans une église ou une cathédrale, c'est qu'on voit en un coup d'œil toute la pensée, en fait, et d'une époque et d'un message. Et selon les époques, le vitrail va être plus ou moins transparent. Là, au XVIe siècle, on a des choses très transparentes. Et puis, au XIXe, on a aussi des vitraux beaucoup plus patinés, plus opaques. Donc, en fait, chaque époque va aussi interpréter, réinterpréter sa lecture du vitrail et de la lumière. Et là, je vous ai mis celle-là pour montrer, en fait, comment la lumière des vitraux, ça, c'est Herville-Châtel, et ça, c'est Serqueux. C'est à côté de Bourbonne-les-Bains, si vous avez... comment la lumière, en fait, va accompagner l'architecture et structurer vraiment l'espace du sacré en faisant ce filtre. Et donc, ce filtre, pourquoi le mot filtre, en fait? C'est parce que, justement, le vitrail, c'est comme vraiment un ingrédient d'un système optique habituel qui est étudié dans les laboratoires de physique. Donc, vous avez trois ingrédients. Une source de lumière. Pour le vitrail, c'est le soleil. L'objet de l'étude, bien sûr, le vitrail. Et puis, le détecteur, de l'autre côté, c'est notre œil. Donc, on voit que finalement, ce vitrail peut être étudié de façon extrêmement physique en analysant de cette manière les choses. Donc, je vais laisser Christophe vous analyser les trois ingrédients d'un système optique. Voilà. Oui, donc un petit peu de physique, un petit peu de cours de physique. Donc en effet, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Flavie sur le vitrail, évidemment, il y a une chose, ça paraît évident, mais on se dit, bah oui, c'est vrai, mais c'est pas évident pour des gens comme moi. C'est que le vitrail, c'est fait pour être vu par nous. Donc, c'est fait pour être vu par l'œil. Je dis ça c'est évident, oui. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est pas forcément évident, dans le sens où en physique, on peut en effet avoir de la lumière qui n'est pas visible à l'œil, mais qui est aussi de la lumière. Voilà. Et donc, du coup, ici, c'est le cas, c'est de la lumière visible au sens de peut être détectée par l'œil. Et donc, bon, là, je voulais faire un petit clin d'œil, justement, sur l'élément optique de l'œil pour vous montrer
pour vous parler un peu de ce détecteur particulier qui est quelque chose donné par la nature et qui est un extrêmement bon détecteur. Donc comment ça fonctionne? Donc ça c'est l'œil. Donc vous avez la lumière qui arrive de ce côté-là. Et finalement, vous avez tous les ingrédients d'un système optique qu'on a en effet dans les laboratoires, pour lesquels on étudie entre autres les nanoparticules qui peuvent servir pour le vitrail. Et donc, qu'a-t-on? On a de la lumière qui arrive. On a ici, en l'occurrence, une protection qui est la cornée, une deuxième protection qui est l'iris, qui est une sorte, qui est un diaphragme finalement. Et puis, on a le cristallin, donc c'est ce qui est l'élément qui est ici, qui lui en fait est un élément convergent de la lumière qui va faire converger la lumière vers l'arrière de l'œil, donc sur la rétine. Donc c'est toute cette partie-là ici, et c'est là où vous allez trouver les détecteurs. Hein. Donc l'œil est lui-même un système optique élaboré avec une lentille, et puis des détecteurs, et enfin tout ça relié au nerf optique qui va ensuite aller à l'œil. Alors, juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une image à nouveau au microscope électronique à balayage des cellules qui se trouvent à l'arrière de l'œil, sur la rétine, et qui vont détecter cette lumière. Et en fait, il y en a de deux types. Il y a ce qu'on appelle des cônes, donc qui sont plus petits comme ça et en forme de cône. Et puis, il y a des bâtonnets qui sont plus gros et en forme de bâton. Voilà. Et donc ça, c'est une autre image de côté avec des fausses couleurs. On les voit ici, les cônes et les bâtonnets. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer la photo d'après. L'objectif de ces deux types, donc ça, c'est des capteurs, en fait, c'est des capteurs optiques. Il y en a de deux types parce qu'ils n'ont pas le même rôle. Donc ici c'est l'œil. Donc la lumière arrive par ici. Et puis, l'œil est finalement est une sphère, comme ça. Et donc vous avez l'angle à 0 degré, c'est-à-dire la lumière qui va tout droit ici, au fond de l'œil. Et puis, vous avez 20 degrés sur la gauche, 40, 60, 80, 20 degrés sur la droite, 40, 60, 80. Et donc, tout le tour comme ça. Et si vous regardez la répartition des détecteurs, donc ces cônes et ces bâtonnets sur la rétine, donc la rétine va d'ici jusqu'ici, eh bien, vous vous rendez compte que ce n'est pas les mêmes. Vous allez vous rendre compte que les cônes, donc les plus petits, il y en a très peu sur les périphéries, il y en a très peu ici. Par contre, ils sont très centrés au milieu. Donc en fait, c'est ceux qui vont être utilisés en journée le plus, là, à l'heure actuelle. Hein, et donc, autant à gauche qu'à droite, il y a très peu de cônes. Et l'autre type, c'est les bâtonnets. Et eux, en revanche, vous voyez, donc ça vous montre le nombre de bâtonnets. Vous voyez qu'eux, en revanche, ils sont plutôt situés sur les côtés. Hein, donc là, et au milieu, il y en a pas. Ouais. Et donc ça, c'est bien fait dans le sens où le but d'avoir des cônes et des bâtonnets, c'est pas c'est de regarder, détecter la lumière, mais pas au même moment de la journée et pas dans les mêmes conditions. Donc les cônes qui sont essentiellement situés au milieu, c'est lorsqu'on va avoir de la lumière du jour comme aujourd'hui, comme maintenant. Et puis les bâtonnets vont en fait prendre le relais donc sur le côté de l'œil lorsque la lumière va commencer à se tamiser, donc le soir, la nuit. Hein, donc vous avez déjà fait cette expérience où l'œil s'adapte, vous avez vu, s'adapte au noir, comme on dit. En fait, s'adapte au noir, ça veut dire que ces bâtonnets là qui sont sur les côtés, donc c'est ces éléments un peu plus gros, là, ces cellules plus grosses, eh bien, prennent le relais et vont être plus sensibles à des basses puissances lumineuses, donc le soir. Voilà. Autre point, ici je vous ai mis le spectre optique. Donc ici vous avez la partie infrarouge qu'on ne voit pas et la partie ultraviolet que l'œil ne voit pas non plus, mais qui existe. C'est pour ça que moi, en tant que physicien, la lumière ne s'arrête pas à l'œil, mais pour le vitrail, oui. Et donc vous avez entre les deux toute la partie visible de l'œil, donc du rouge vers le violet. Et ici vous avez deux courbes. Vous avez cette courbe-là, qui est en fait l'efficacité de détection de l'œil en fonction de la couleur. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que l'œil détecte le mieux la couleur verte.
donc est très sensible au vert. Et en effet, l'œil peut différencier beaucoup de différents types de verre. Donc ça, on pense que c'est l'évolution. Hein, c'est quand on était, il y a bien longtemps, dans les bois, dans la forêt, pour trouver à manger, pour survivre, il fallait bien voir dans les forêts et les champs les différents types de vers. Et à titre d'exemple, vous avez le même type de courbe ici pour un chien, donc qui n'est pas du tout la même chose. Hein, vous voyez, le chien va avoir une sensibilité plutôt vers le bleu, l'ultraviolet. Alors pourquoi ça, moi en tout cas, j'ai pas de réponse, mais c'est un peu plus obscur. Mais enfin, en tout cas, c'est une réalité. Et donc là, à titre d'exemple, ici, c'est une photo prise. Enfin, c'est une photo d'un toutou que nous pouvons voir. Et ça, c'est la même photo, mais que verrait le chien. Donc lui, il se verrait différemment de nous qui le voyons. Voilà. Bon, ça, c'était pour... et évidemment, tout autre animal, espèce, va avoir une autre sensibilité. En tout cas, pour le vitrail, c'est plutôt l'œil humain qui nous intéresse. Donc là, je vous ai remis la courbe de sensibilité, hein, donc, qui est dans le vert. Et ici, alors je vais vous décrire l'expérience. Donc ici, c'est une expérience intéressante qui a été faite. C'est parce qu'on a toujours suspecté que l'œil, en plus d'être un très bon détecteur, était aussi très sensible. Il était sensible au grain de lumière qu'on appelle le photon. Donc on peut pas atténuer plus la lumière que le grain de photon, que le grain de lumière appelé photon. Et donc, bon, on s'en doutait, mais on n'avait jamais fait l'expérience. Et donc, cette expérience a été faite il y a quelques années maintenant. Et donc, il y avait une chambre comme ça. Donc, on mettait quelqu'un. Alors, c'est pas juste un œil, hein, c'est pour représenter qu'il y avait quelqu'un qui était assis dans une chambre noire. Et puis, on lui demandait d'appuyer sur un bouton à chaque fois que cette personne pensait voir de la lumière. Bon. Et puis, ici, donc, il y avait ce zigouigoui, là, c'est une fibre optique qui envoyait de la lumière dans la pièce pour que la personne puisse voir ou pas. Et en fait, cette lumière était générée par un dispositif particulier qui créait en même temps deux photons. Donc, un premier qui est envoyé dans l'œil, sur l'œil de la personne pour détection, et un deuxième qui sert de synchronisation sur un ordinateur. Et donc, ça permettait de savoir, quand la personne appuyait, si en effet c'était bien quelque chose qu'elle avait vu, parce qu'on pouvait le synchroniser, ou c'était une idée qu'elle a eue. Bon. Et en effet, donc on s'est bien aperçu qu'il y avait une corrélation entre la personne qui lève la main et l'arrivée d'un photon. Donc cette expérience a démontré que l'œil humain était sensible à la particule ultime de lumière du photon, donc c'est un détecteur extrêmement puissant. Par contre, ça a amené d'autres questionnements. C'est que durant ces expériences, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un écart de temps entre... Parce qu'eux, ils savent à quel moment ils ont envoyé le photon, et la personne qui lève la main, enfin qui appuie sur le bouton, disant... Donc il se passait plusieurs secondes. Et ça, c'est évidemment pas habituel, puisque là, nous, quand on reçoit de la lumière, on est plutôt sous la milliseconde, où l'œil va envoyer l'information directement au cerveau. Et là, il y avait une sorte de décalage de plusieurs secondes entre le photon qui arrive sur l'œil et le cerveau qui l'enregistre. Enfin, donc là, c'est les biologistes qui sont intéressés à ça, parce qu'ils se sont dit, là, il y a un effet neurologique qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas pourquoi à basse lumière, il y aurait un délai, il y aurait un retard à l'allumage, si je puis dire, un retard du cerveau. Donc, du coup, ça a déclenché d'autres études. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, pour terminer sur l'œil, donc ce que vous avez ici, c'est une échelle de la sensibilité de l'œil. Et donc ici, vous avez deux types de vision, ce qu'on appelle scotopique et photopique. Donc ça, c'est la vision de jour et ça, c'est la vision de nuit. Donc vous voyez qu'ici, on est... Alors c'est une échelle en luxe. Donc là, on est à 10 puissance moins 5. Donc ça, c'est le seuil de détection dont je ne peux pas parler, le seuil de détection minimum. Et on peut aller jusqu'à... Alors, sans parler de lésion, on va parler d'éblouissement, donc de l'ordre de 10 puissance 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait 10 puissance 4 à 10 puissance moins 5, ça veut dire que l'œil est un détecteur qui est capable de mesurer une très faible intensité de lumière,
mais aussi une intensité de lumière qui n'est pas du tout négligeable, celle qui est envoyée par le soleil en pleine journée, donc jusqu'à l'éblouissement. Donc ça veut dire qu'on a 9 ordres de grandeur, c'est-à-dire plus de 1 milliard de différence entre le niveau maximum de lumière et le niveau minimum de lumière. Et ça, en fait, moi qui suis physicien, je peux vous dire qu'il n'y a aucun détecteur qui peut faire ça. Ça n'existe pas. Il y en a qui peuvent, soit on regarde un faible taux de lumière, soit un très haut taux de lumière, mais un qui fait les deux, ça n'existe pas. Donc, en tout cas pour le moment, ça existe, sauf l'œil. Donc c'est à nouveau pour vous montrer un peu la puissance de ce détecteur important. Alors deuxième point, c'est en effet la source de lumière dont on a parlé. Donc pour le vitrail, la source de lumière naturelle, c'est le soleil. Donc je me suis dit aussi, je vais vous parler du soleil d'un point de vue de physicien. Donc le soleil, ici ce que vous avez, c'est le spectre du soleil, d'émission du soleil alors, sur Terre, à notre niveau, là, ce qu'on voit dehors. Et donc on va de 400 nanomètres, donc vous voyez ici, ça c'est la fenêtre visible, donc c'est celle détectée par l'œil. Mais on voit aussi, donc là on est dans l'infrarouge et là on est dans l'ultraviolet. Et donc on voit les valeurs ici, que le soleil, donc évidemment ne donne pas que la lumière visible, mais donne toute une partie infrarouge, donc c'est presque la moitié en fait, et une partie aussi ultraviolette, c'est pas beaucoup, par contre c'est la partie peut-être la plus dangereuse. Mais c'est des choses à prendre en considération, on en parlera tout à l'heure notamment sur une des études, où il faut tenir en compte le fait que le soleil n'envoie pas que de la lumière visible, que pour notre œil, il envoie aussi à d'autres longueurs d'onde. Voilà. Et simplement, là, ce que vous voyez, les trous qu'on a dans le spectre, ici, en fait, c'est dû à l'atmosphère. Donc, il y a certaines couleurs du soleil qui sont absorbées par des molécules de l'atmosphère. C'est-à-dire que si on regardait la même courbe dans l'espace, enfin, du moins hors atmosphère, on ne verrait pas ces pics-là. Alors, autre point, c'est comment va-t-on mesurer, donc dans le laboratoire, par exemple, comment va-t-on mesurer l'effet d'un milieu, donc d'un filtre, comme par exemple notre vitrail, pour voir quelle est l'interaction de ce vitrail avec la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser ce qu'on appelle une expérience d'absorption. Donc, on va prendre une source lumineuse, on va prendre un prisme, on va prendre différentes couleurs qu'on va envoyer à travers notre échantillon. Donc ici, c'est un exemple d'un liquide dans lequel on va avoir des nanoparticules, par exemple, mais on peut faire ça avec un morceau de verre coloré ou avec un vitrail, évidemment. Et puis, on va avoir un détecteur pour regarder. Et donc ici, je vous ai mis, par exemple, le spectre. Donc ça, c'est une courbe d'absorption du verre, de la plupart du verre, en fonction de la longueur d'onde. Vous voyez qu'il y a une très forte absorption du verre dans l'UV, et puis dans le visible et dans l'infrarouge, ça laisse passer la lumière. Bon, en gros, on le sait, on voit bien la lumière visible, mais ce qu'on sait moins, puisqu'on ne le voit pas, c'est que la partie ultraviolette est absorbée par le verre. Donc ça, c'est typiquement le type d'outil qu'on veut utiliser et qui va nous intéresser pour la suite, notamment sur une des études dont on parlera plus tard. Et enfin, je vais terminer sur cette partie-là, sur l'effet, donc c'est ce qu'a dit Flavie tout à l'heure. Donc, quel est le lien? Donc, on y vient petit à petit entre le vitrail et les nanotechnologies. Eh bien, c'est parce qu'en fait, dans le vitrail, ces couleurs sont données par des nanoparticules de différents matériaux, essentiellement métalliques, mais pas seulement. Et donc, ces nanoparticules vont avoir deux effets essentiellement. Donc si on prend une lumière de départ comme ça avec différentes couleurs, qu'on envoie ça sur notre nanoparticule de métallique, il y a une petite erreur, c'est la version anglaise nanoparticle, mais c'est nanoparticule de métal. Donc il faut imaginer que ça c'est dans le verre, et donc c'est ce qui va donner le vitrail du verre. Et donc on a deux cas de figure, soit la lumière est diffusée, c'est-à-dire qu'elle est renvoyée dans d'autres directions, donc elle ne va pas tout droit, soit, donc elle peut aller dans différentes directions, et donc c'est pour ça que lorsqu'on est en effet dans une église, on peut avoir des vitraux très hauts, et pourtant on les voit tout de même, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de diffusion, la lumière elle passerait tout droit et on ne verrait rien du tout. Et le deuxième effet, donc là qui par contre est moins intéressant pour nous, c'est que les nanoparticules vont aussi absorber, donc vont prendre une partie de la lumière, l'absorber, donc que l'on ne verra pas. Voilà.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être essentiellement des parties pas visibles, donc qu'on ne voyait pas de toute façon, mais ça peut aussi entrer en compte, et c'est surtout ce qui va faire que, à la fin, la combinaison de diffusion-absorption va nous donner en fait les couleurs du vitrail. Voilà. Donc, voilà un petit peu sur la partie vraiment physique. Le vitrail, comme vous l'avez compris, peut être lu comme un filtre, et justement, ce filtre est composé de matériaux opaques, transparents ou translucides. Donc là, je vous ai mis un vitrail, une photo que j'ai prise cet été, où on voit un petit vitrail suisse, et vous voyez bien qu'à travers le verre bleu est totalement sans peinture, et c'est le paysage à l'arrière qui fait le dessin. Donc ce qui est intéressant aussi dans le vitrail, c'est cette porosité avec l'extérieur et le fait que ça superpose au réel. On a une peinture qui en fait se lie sur un paysage, quelle que soit l'époque. Et donc ce verre bleu est transparent. Et vous voyez les plombs, par exemple, ou la grisaille, c'est totalement opaque. Et puis là où on a le jaune d'argent qui est également totalement transparent. Et puis on a aussi des modelés qui sont plutôt opalescents. Donc selon les époques, on va avoir ça vous le connaissez, je pense déjà, mais selon les époques, allez là voilà, on va avoir une évolution en fait du vitrail. Donc je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'art du vitrail, mais en fait au Moyen-Âge, ce sont les plombs qui font le dessin. Donc là vous avez Zacharie, la basilique Saint-Urbain, où même les yeux sont montés en plomb et les pupilles des yeux sont peintes en grisaille pour compléter en contre-jour le dessin du plomb. Donc en fait, traits de grisaille et plomb vont s'accompagner pour être opaques et être lus en contre-jour, un peu comme une ombre chinoise. Au XVIe siècle, les pièces vont grandir et la peinture va prendre une place beaucoup plus importante. On a découvert le jaune d'argent, donc le plomb là va juste souligner le dessin en faisant une ombre pour mettre le dessin en valeur. Et puis au XVIIe, on peint comme de la peinture de chevalet, et là le dessin à nouveau, le plomb très opaque, va à nouveau accompagner le dessin. Donc ça c'était juste pour vous refaire une petite révision. Donc là je voulais vous parler du verre, du plomb et de la serrurerie. Donc le verre c'est transparent, le plomb que vous voyez ici avec son profil en H, le réseau des plombs lui est parfaitement opaque, et la serrurerie aussi. Donc dans le vitrail on va avoir cette spécificité d'avoir en fait un peu une échelle céleste qui va rythmer la baie. On n'a jamais une baie totalement pleine page, on a une serrurerie dans laquelle les vitraux vont s'assembler. Que ce soit une grande rose, où là c'est la pierre qui va délimiter chaque panneau. Dans une grande lancette, on va avoir des panneaux qui vont se mettre dans une serrurerie. Parce qu'un vitrail, c'est toujours une histoire d'assemblage. Donc ça c'est opaque. Tout ce qui est vu en contre-jour, dans un matériau comme le métallique, c'est opaque. Et puis, peint sur le verre, qui est lui totalement transparent, on va avoir cette grisaille qui va tantôt donner des choses opaques, comme lorsque c'est peint au trait, donc vous voyez l'opacité de la grisaille lorsqu'elle est épaisse, et puis qui peut être plus ou moins opalescente lorsqu'on met plus ou moins d'eau, par exemple. Les petits grains vont être plus éloignés. Et puis tout le principe de la peinture sur verre, ça va être de mettre donc ces aplats ici de grisaille, et ensuite, avec des petits morceaux de bois, des plumes d'oiseaux ou des plumes métalliques, on va venir arracher la peinture pour redonner toute sa transparence au verre. Et donc le vitrail, c'est toujours cette juxtaposition d'opaque, de translucide et de transparent. Donc on met un aplat, on vient gratter, et donc c'est très proche finalement de la gravure. Et puis là, on met ponctuellement du jaune d'argent qui va donner une autre couleur. Donc ça, c'est le fait de justement... Attendez, je crois qu'elles se sont inversées. Donc là, vous avez le trait, ici. Donc on pose sa main sur un appui-main, et le trait est vraiment là pour être opaque. Et le plomb et le trait s'accompagnent. Vous voyez ici, ça c'est un plomb,
ça, c'est un trait de grisaille. Ça, c'est un vitrail de Saint-Nizier, à Troyes. Et on voit que la petite touffe d'herbe pousse sur une petite butte. Mais en fait, l'opacité de la butte, c'est un plomb, alors que l'opacité de l'herbe, c'est de la peinture. Et puis, pour faire toutes les zones autres, là, on a du putoisé. Donc, on met un aplat de grisaille, on tapote de façon verticale, et vous avez cette grisaille putoisée. Donc, ça, c'est un exemple de la cathédrale de Troyes, dans la nef, ou blaireauté, où on va vraiment frotter les poils du pinceau sur une grisaille mouillée, et ça va vous faire un aplat très lisse. Et après, avec un morceau de bois, on va venir enlever de cette manière, et on met le verre à nu pour faire passer la lumière. Donc ça, c'est Sainte-Anne, enceinte de la Vierge, par exemple, qui est conservée au musée Saint-Loup, enfin dans la salle de la Société académique. Et vous voyez que pour faire les mains de Sainte-Anne, on a un aplat de grisaille, on fait juste un petit rond, 4 petits traits, et vous lisez des mains. En fait, il y a une efficacité extraordinaire dans le vitrail pour donner en quelques enlevés l'impression des choses. Et donc aujourd'hui, on peut aussi interpréter un peu différemment ces techniques. Là, je vous ai mis des vitraux qu'on a inaugurés il y a 15 jours à l'église de Donnement. Si vous voulez y aller, il faut appeler pour ouvrir. Et puis, ça, c'est le château des Milandes, qui a été posé aussi pour cet été. Et donc, on voit bien la grisaille, ici de la grisaille bleue, ici de la grisaille beige. Là, vous voyez des panneaux pas encore posés, donc là, vous voyez le jardin. Donc là, c'est sans filtre. Et puis là, vous avez le filtre du vitrail. Et puis, à travers ce filtre, vous avez le jaune d'argent qui va se transmettre et faire une projection sur les murs. Les endroits vides, comme ici les fleurs, que l'on retrouve ici, où vous avez des fleurs lumineuses. Mais la grisaille, elle, va totalement arrêter la lumière, même si elle est mise, comme ici, de façon assez fine. C'est-à-dire qu'elle va vraiment... donc vous voyez comment, en fait, le vitrail va structurer la lumière différemment. Donc, pour mieux vous expliquer, j'ai fait cette diapo où là, j'ai mis un morceau de mousse translucide à l'atelier, vous savez, de la mousse à gabarit. J'ai mis devant un vitrail que vous apercevez ici, où il y a de la grisaille bleue qui se transforme en grisaille brune, des gros points de grisaille noire, très opaque, et puis des points vides, et puis ici, un montage en chef-d'œuvre avec un vert bleu. Donc vous voyez que le montage en chef-d'œuvre, le vert bleu, la lumière bleue va se transmettre et aller vraiment dans l'espace. Alors qu'on ne voit pas la différence entre les points très opaques et la grisaille mise de façon assez fine, ça va juste donner une ombre. Et puis les vides, eux, restent des vides et font passer la lumière. Donc là, on a vraiment une diffraction de la lumière qui se fait, parce qu'on n'est pas à Hervy, c'est exactement ce principe, si vous avez déjà visité, et la lumière continue à passer. On n'est pas... Mais là, vous avez vraiment une lumière qui est diffractée pour la grisaille, et puis qui est transmise ici pour le point bleu. Donc là, je vous ai remis une des petites découvertes que j'avais envie de partager avec vous. Dans les vitraux de Notre-Dame que l'on a restaurés, dans les baies hautes du chœur, tout le rond-point et puis le côté sud des baies hautes. En fait, donc pour vous resituer, en fait, Notre-Dame a très peu de vitraux anciens. Il reste les 3 grandes roses et puis quelques tout petits panneaux un peu éparpillés. Mais surtout, toute la lumière a été repensée en fait au XIXe siècle, à un moment où on avait perdu en fait le vitrail, s'était peu transmis, et on a réinventé le vitrail tout au long du XIXe siècle. Et donc, Viollet-le-Duc, avec Lassus, vont penser la lumière dans Notre-Dame pendant une dizaine d'années avant de passer les commandes de vitraux, pour vraiment recréer une lumière comme au Moyen-Âge et avoir des scintillements, puisque ce qu'ils observent lorsqu'ils vont dans les cathédrales anciennes, à Chartres, à Bourges, et ils se disent que finalement, on a des petits scintillements, et ces scintillements étaient dus au fait que les vitraux étaient très altérés. Selon les compositions chimiques, on va avoir des altérations différentes, et tantôt le vert bleu, par exemple, va rester assez transparent, alors que le vert rouge, lui, va s'altérer et devenir opaque. Donc, comme l'altération n'était pas égale, on avait un grand scintillement. Et vont réinterpréter en fait ces altérations
en croyant, comme Vincent Larcher à Troyes, et on a des articles conservés à la Société académique, disant qu'il l'a interprété comme une patine. Il pense que c'est une sorte de couverte qui a été voulue dès le Moyen-Âge et posée sur les vitraux. Il ne l'interprète pas comme une altération et une évolution du matériau. Et donc à Notre-Dame, pour recréer le scintillement qui est assez réel dans le chœur, on va y mettre des grisailles colorées. Là, vous avez un vert bleu avec une grisaille verte. Là, vous avez des grisailles un peu rouges, orangées. Ici, des grisailles un peu vertes fluo. Donc là, à chaque fois, vous avez en lumière réfléchie, ici en lumière transmise la photo, mais c'est la même photo. Et donc, on voit des petits coups. Vous voyez, il y a une grisaille verte sur la pièce bleue, et après, ils ont enlevé de façon comme un peu un grabouillage. Vous voyez, il gratouille là, avec un morceau de bois. Et de loin, on a ce scintillement qui a remis à nu le vert et qui, du coup, fait un effet dans l'espace. Donc voilà, c'était un petit détail, mais on n'a pas la perception, en effet, de ces grisailles colorées, puisqu'elles sont toutes en contre-jour et très hautes. Donc la grisaille et donc le vert coloré, donc ça, c'est là, je vous ai mis la photo plus entière, où on voit bien, en fait, les chefs-d'œuvre bleus qui font une projection lumineuse. Donc là, on est à nouveau à Notre-Dame. C'était aussi pour vous illustrer un peu un travail commun. Dans le concours de création de Notre-Dame, qui a eu lieu à l'automne dernier, il y a un an, dans le cahier des charges, il était stipulé que les vitraux de création devaient vraiment rendre la même luminosité que les vitraux anciens, pour justement ne pas modifier cet équilibre qui avait été pensé par Viollet-le-Duc, et donc avec ce côté, le filtre de la lumière. Et donc Viollet-le-Duc avait vraiment ce fantasme de recréer des lumières nacrées dans Notre-Dame. Et même s'il y a des verts colorés, il essayait d'équilibrer le bleu, le vert et le rouge, par exemple, pour essayer de faire une lumière plutôt blanche et ne pas avoir un envahissement coloré d'une seule couleur dans les chapelles qui aurait trop modifié l'architecture. Et donc, on voit dans ces vitraux, alors là, je ne vous ai pas choisi la bonne photo, mais en fait, il y a vraiment toutes les couleurs dans ces vitraux. Et là, on voit la projection de ce vitrail par terre, où on a quand même des taches rouges, des taches vertes, des taches de toutes les couleurs, mais ça donne une impression assez blanche et un peu nacrée. Et donc, avec Christophe, on est allé pour le concours et faire en fait la chromaticité de chaque chapelle pour voir si en fait ce que racontait Viollet-le-Duc dans ses écrits était vrai ou pas. Et donc là, vous avez le diagramme qui se situe vraiment dans une lumière. Vous voyez bien qu'il n'y a pas... Alors, il y en a une qui était un peu plus, une couleur différente, mais sinon, toutes les chapelles du côté sud, c'est une lumière quand même assez blanche. Donc, on est vraiment dans l'idée du filtre. Et puis, il y a un filtre qui, lui, filtre et transforme la lumière même d'un pâle jour d'hiver en lumière très jaune. C'est le jaune d'argent. Donc, le jaune d'argent, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. C'est la grande invention de 1300. Et c'est vraiment extrêmement intéressant puisque la peinture, donc c'est une peinture sur verre, ce jaune d'argent est vraiment dû aux nanoparticules d'argent et sont sur les vitraux de vraiment tout le bassin parisien, la Normandie et puis l'Aube. Et donc, dès le Moyen-Âge, les nanoparticules et le vitrail coexistaient déjà ensemble. Alors là, je ne sais pas si je vous ai préparé des choses un peu plus spécialisées, mais j'avais envie aussi pour une fois, détailler un peu toutes ces recettes anciennes et voir qu'en effet, la composition chimique en fait, des verres va être importante. Également, la composition de de cet argent métallique à l'intérieur de la couleur que l'on va peindre. Et j'avais envie de vous lire un peu des passages de traités anciens pour que vous compreniez aussi le croisement et de ce que les gens ont fait passer comme légende, et puis ce qui est un peu plus réel dans les recettes. Donc des traités anciens sur l'art du vitrail nous sont parvenus, bien sûr. Le plus ancien, et que vous connaissez peut-être, c'est celui de Théophile, qui était un moine et qui, dans le premier quart du XIIe siècle, compile il part à travers toute l'Europe et il compile en fait tout ce qu'il voit. Mais il n'est pas spécialiste, Théophile, donc il met vraiment ce qu'il voit.
cet ouvrage, comme il est écrit beaucoup trop tôt avant la découverte de jaune d'argent en 1300, ne comporte pas, bien sûr, de jaune d'argent, mais en revanche, chaque époque va un peu compléter cet ouvrage, et donc il y a d'autres historiens qui vont le compléter au XVe siècle, par exemple. Alors, je dis au XIIe siècle, on ne connaît pas le jaune d'argent, c'est un peu faux, parce que en fait, il était déjà utilisé dans des verres creux, par exemple, du 8e siècle en Égypte. Donc, on connaissait cette particularité. On ne sait pas comment ces traités anciens ont pu migrer ou non en Occident, mais par exemple, dans un lapidaire conservé à la bibliothèque en Castille, de l'Escurial, traduit de l'hébreu en espagnol par Alphonse X de Castille, il donne une recette pour teindre localement le verre en jaune avec de la pyrargite qui contient des sulfures d'argent et de l'antimoine. Et donc l'antimoine favorise en fait la réduction de l'argent à l'état métallique et donc pourrait produire cette couleur jaune. Donc c'est intéressant aussi de se demander, là il n'y a pas vraiment d'études poussées qui ont été faites, si ces traités en fait ont influencé la découverte du jaune d'argent à la fin du XIIIe et au tout début du XIVe, ou si c'est une découverte empirique. Alors, le manuscrit de Théophile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va être abondamment recopié dans les siècles suivants et mis à jour par l'ajout de recettes de jaune d'argent, comme dans le traité de Jean d'Ourtemeuse ou du moine de l'abbaye de Zagan. Donc, tous deux étaient des moines du XVe siècle. Et puis, la plus ancienne des recettes conservées aujourd'hui, à l'état et celle d'Antoine de Pise. Alors Antoine de Pise, c'est le contraire finalement de Théophile. Antoine de Pise, c'est un verrier du XIVe siècle, comme son nom l'indique, il habite à Pise, et il écrit un manuel pour ses élèves, pour ses apprentis en fait. Et non seulement on a le manuel d'Antoine, qui a été traduit en 2005 seulement, donc on voit aussi que l'histoire de l'art évolue en fonction des découvertes. Donc, il est traduit et réexpérimenté par le CNRS en 2005. Et ce manuel, on a donc, le manuel, et on a les vitraux aussi d'Antoine de Pise dans la cathédrale de Florence. Donc, non seulement on peut réexpérimenter d'après ses recettes, mais en plus, on peut regarder ce qu'il en avait fait. Donc, je vous lis sa recette. Pour faire la couleur jaune, prends de la limaille d'argent fin, c'est-à-dire vénitien, et mousse cette limaille sur un porphyre, qu'elle devienne fluide comme de l'eau. Et puis, lorsque tu viens à peindre, mets-la sur le verre blanc, là où tu veux qu'il devienne jaune. Et tu en mets aussi peu que tu peux avec le tempérail d'œuf liquide, la tempéra d'œuf liquide. Donc, on retrouve la même composition du jaune d'argent sous forme de limaille d'argent métallique chez Jean d'Outremeuse au XVe siècle. Alors, je ne vous le lis pas parce que c'est vraiment en français, c'est pas du tout... c'est trop compliqué à lire. Ou chez le moine de l'abbaye augustinienne de Zagan. Zagan, c'est en Silésie, donc qui était aussi du XVe. Lui, il dit de même, quand vous voudrez colorer des cheveux et d'autres choses, faites ceci avec l'argent bien limé, avec une lime au préalable, et ensuite bien broyé sur la pierre, en ajoutant un peu de brun rouge, et placé dans un vase de plomb, et ensuite enduit ça et là avec de l'eau pure. Et il faut le mettre dans un endroit pas peint. Donc Antoine de Pise ajoute à son jaune d'argent broyé un œuf battu, additionné de lait de figuier, pour assurer une bonne adhérence du verre. Jean d'Outremeuse, lui, se sert d'encre noire pour mélanger sa poudre d'argent lorsque le moine Zagan ajoute de l'ocre pour pouvoir peindre son mélange. Alors, si vous êtes intéressé par toutes ces recettes, je vais m'arrêter là quand même, mais j'en ai beaucoup d'autres, et où justement, il y a des chercheurs belges qui ont essayé de comprendre est-ce que ça induisait des différences de mettre de l'ocre, par exemple rouge, ou de l'encre noire. Et en effet, il y a des réactions chimiques qui peuvent se faire de façon plus ou moins poussée. Enfin, ça peut donner en fait des verres un peu plus acides, des jaunes un peu plus acides ou un peu plus dorés.
Donc voilà pour les recettes. Et là, j'avais envie quand même de vous lire une petite partie de ce que dit Jean Lafon, qui est le grand historien de l'art du XXe siècle, donc après les années 50, à partir des années 50, où là, en fait, Jean Lafon raconte un peu les légendes sur ce jaune d'argent. Et là, alors, est-ce qu'on n'a peut-être pas le temps? On a le temps ou pas, Anne-Claire? Comment on a été? Oui. Alors, donc, il dit donc là, il fait un peu sa conclusion sur son essai sur le jaune d'argent. Et donc, il parle d'où apparaissent ces premières légendes. Donc, il dit cette légende, alors, je vous lis et puis je fais mes petites inserts ensuite. C'est une tradition assez ancienne chez les peintres vitriers, rapportée par Pierre Leviel. Donc, Pierre Leviel, c'est le grand verrier du XVIIIe siècle, et il a écrit un livre qui s'appelle L'art de la peinture sur verre. Que la découverte de cette manière de colorer le verre en jaune est due à un accident survenu au bienheureux Jacques Lallemand. Ce religieux était occupé à empoiler l'ouvrage qu'il avait peint pour le faire recuire, laissa tomber dans sa poêle un bouton d'argent d'une de ses manches sans s'en apercevoir. Ce bouton se perdit dans la chaux tamisée dont on se sert à cet effet. La poêle couverte, les émaux se parfondirent. Le bouton, ou partie de ce bouton, entra aussi en fusion et il teignit de couleur jaune l'espace du verre au-dessus duquel il se répandit. Dans ses considérations sur les vitraux anciens et modernes publiées à Clermont en 1842, Émile Thibault s'avisa de rapprocher ce récit d'une anecdote édifiante empruntée par le même Leviel aux vies des saints de Surius pour illustrer la vertu principale du bienheureux qui était l'obéissance. Voici ce second trait. Un jour, le frère Jacques, ayant commencé sa recuisson qu'il ne devait quitter qu'après sa perfection, suivant les règles de l'art, il abandonna pourtant le gouvernement de son four pour obéir à son prieur qui l'envoyait à la quête. À son retour, il trouva son ouvrage tel qu'aucune de ses recuissons n'avait eu le même succès. Et en fait, ces deux légendes se sont un peu télescopées et cette recuisson étrange, en fait, a été interprétée comme étant celle du jaune d'argent. Ensuite, en fait, il part à la guerre, ce Jacques Lallemand, sous le camp d'Alphonse d'Aragon, et Dieu lui dit de redevenir verrier. Il redevient verrier, lui-même est saint, et tous les verriers qui forment deviennent saints. C'est intéressant. Donc voilà, dans toutes les églises de Bologne où il travaille, on peut reconnaître les œuvres de tous ces... Donc voilà, on voit que le culte populaire, en fait, a vraiment s'est emparé de cette création du jaune d'argent, de cette invention du début 14e, et on arrive jusqu'à la sainteté finalement. Donc voilà. Donc je pense que c'est intéressant maintenant de regarder non plus le jaune d'argent à travers toutes ces légendes et ces recettes anciennes, mais de comprendre réellement comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est une réaction chimique, c'est un peu une réaction physico-chimique entre le verre support, donc le verre qui a un réseau de silice avec des oxygènes, mais qui a aussi d'autres éléments comme attendez, je ne me rappelle plus. Le calcium ou le sodium, ou voilà, il peut y avoir du calcium. Et donc, on a vraiment une couleur par sémentation qui est due aux échanges chimiques. Donc là, j'ai tenté de vous faire un dessin où on voit en fait ici une feuille d'argent que l'on poserait sur le verre. En noir, vous avez vraiment la silice et l'oxygène. Donc, c'est des tétraèdres qui sont comme ça formés. Et puis, il y a des éléments comme le calcium, par exemple, qui se baladent entre le réseau, entre le squelette du verre. Et donc, ces éléments vont pouvoir rentrer avec la cuisson, vont pouvoir en fait s'échanger, et avec le sodium, par exemple, et ça va créer des petits agrégats de nanoparticules d'argent. Et donc, c'est vraiment un échange qui se passe au sein du verre, et on a ces atomes d'argent qui, en chauffant,
forment des nanoparticules d'argent et viennent prendre la place dans le réseau et devenir donc jaunes. Donc là, vous avez aussi, on avait fait ces petites analyses pour Clavijo. Donc là, c'est vraiment un profil de diffusion de l'argent, voir à quelle profondeur il va pénétrer dans le verre. Et puis là, vous avez une image au MEB, donc au microscope électronique à balayage, avec une sonde qui permet de voir en fait la surface d'un verre peint et de voir ces petites nanoparticules d'argent, qui sont vraiment des petites formes. Donc, et ensuite, Christophe va vous expliquer de façon plus précise comment ça se passe. Merci Flavie. Oui, donc du coup, si on revient un petit peu au sujet, enfin donc le lien entre les deux, donc là maintenant je pense qu'il est plus clair. Et donc du coup, nous une des choses qu'on va faire au laboratoire, j'en ai déjà un petit peu parlé, eh bien c'est de travailler sur la formation de ces nanoparticules, dont on a vu l'exemple avec le jaune d'argent. Mais nous, du coup, on va s'intéresser à d'autres types de matériaux pour donner d'autres couleurs. Donc, vous avez ici, donc là, vous avez des particules d'argent, mais vous avez aussi d'autres types de matériaux métalliques, donc de l'or, entre autres. Et donc, vous voyez différentes couleurs en fonction du matériau et surtout de la taille de ces nanoparticules. Et donc, le lien est là. Donc, c'est une petite blague en interne, notamment auprès de mes collègues qui ne sont pas physiciens. Donc les nanotrucs qu'on fabrique, eh bien on voit à présent clairement le lien avec le vitrail, puisque maintenant on peut, donc une des choses sur lesquelles on reparlera tout à l'heure, qui nous anime à travailler ensemble, c'est d'aller au-delà du jaune d'argent et de trouver d'autres couleurs, comme par exemple le vert, mais ça peut être aussi d'autres matériaux, d'autres couleurs, pour pouvoir faire de nouveaux matériaux pour le vitrail, pas d'hier, mais de demain. Voilà. Alors, donc là, on va refaire un petit peu de physique. Je pense que c'est le transparent le plus physique que j'ai. Donc voilà, mettez la ceinture et puis ça va bien se passer. Donc là, c'est de voir donc vraiment quel est le phénomène physique. En fait, que se passe-t-il lorsque la lumière arrive sur ces nanoparticules? Alors, je fais un petit pas en arrière. Donc la lumière est faite d'atomes, la matière est faite d'atomes, et un atome, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau donc qui est de charge positive, qui est plutôt quelque chose qui est assez massif, et donc quand c'est dans un matériau, même au niveau de la nanoparticule, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est ça qui va former le réseau, le cristal de la matière, donc ça ne bouge pas. Par contre, tout autour, donc ça c'est l'image un peu fausse qu'on a, mais bon, on va dire qu'elle est suffisante pour nous, pour aujourd'hui. Tout autour, on a des charges négatives qui gravitent autour, qu'on appelle des électrons. Et ces électrons, qui sont aussi responsables d'ailleurs de l'électricité, ces électrons, eux en revanche, donc ils sont attirés, ils restent comme le modèle planétaire accrochés au noyau, mais ces électrons, en revanche, eux, ils peuvent plus bouger. Okay ? Et notamment, ils vont pouvoir bouger sous l'influence de la lumière. C'est-à-dire quand la lumière va arriver, en fait la lumière c'est un champ électrique qui va déplacer ces charges-là, donc ces électrons, qui va les déplacer au niveau de l'atome, mais au niveau de tous les atomes, et donc au niveau de toute la matière, et en particulier des nanoparticules. Et donc ce qu'on va créer, on va avoir une interaction entre cette onde lumineuse et puis ces nanoparticules d'or, qui sont faites de plusieurs atomes, Et donc, dans ces particules d'or, on a un déplacement de ces électrons. Et c'est ça qui va faire que l'interaction avec la lumière sera spécifique en fonction du matériau et en fonction de la taille. Et donc, à titre d'exemple, vous avez ici, c'est l'image que je vous avais donnée tout à l'heure. En fait, ça, c'est différentes solutions. Donc, c'est des liquides et à l'intérieur, il y a des nanoparticules. Alors, c'est de l'or et de l'argent. Et donc, vous voyez qu'en fonction, donc il y a des couleurs différentes. Donc, j'envoie de la lumière, je vois des couleurs différentes. Eh bien, parce que, d'abord, j'ai deux matériaux différents, et parce que la taille de ces nanoparticules est différente, et que donc, l'interaction entre la lumière et ces nanoparticules va dépendre aussi de la taille de la nanoparticule. Et donc, ça nous donne toute une gamme de couleurs que l'on peut créer nous-mêmes en laboratoire. Voilà.
Donc, à titre d'exemple, pour vous rendre compte de quoi on parle, ici, vous avez une image de microscope, ce qu'on appelle le microscope électronique à transmission. Donc, c'est très, très haute résolution. Et donc là, en fait, c'est une nanoparticule d'or. Alors, vous ne voyez pas la barre, mais en fait, elle fait 5 nanomètres. D'accord ? Donc, je vous rappelle, 50 micromètres, c'est le diamètre d'un cheveu. Je coupe le cheveu en 1000, pas en 4, en 1000. J'arrive à 50 nanomètres. Et là, je ferai encore un facteur 10 pour avoir 5 nanomètres. Et c'est la taille de ça. Et donc là, les petits points que vous voyez, en fait, c'est chaque atome d'or. Ça, c'est vraiment les atomes. Et donc, vous voyez, on peut les compter. On pourrait les compter assez facilement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est une nanoparticule d'or. Donc ça, c'est le modèle prédit. Puis ça, c'est le schéma. Donc on se rend pas bien compte, mais en fait, c'est un petit cristal. Donc en fait, on voit des facettes comme ça, comme un cristal, même à l'échelle nanométrique. Et donc, en fonction de cette taille, l'interaction avec la lumière sera différente. Et donc, on aura différentes couleurs qu'on peut donc utiliser pour différentes applications. Au passage, ça, c'est aussi des choses qui peuvent être utilisées pour des écrans, du display, des écrans de télé ou des écrans aussi en imagerie. Voilà, ça a tout un tas d'autres applications dont je ne parle pas aujourd'hui, évidemment. Bon, juste pour continuer un petit peu sur les nanotrucs, nous, on va avoir différents types de nanotrucs. On va avoir ce qu'on appelle des nanomatériaux à une dimension. Donc, on va appeler ça des nanofeuillets. Donc, vous avez peut-être entendu parler du graphène. Donc le graphène, c'est en fait une feuille de carbone, mais une monofeuille dans le sens où c'est une couche d'atomes de carbone. Vous voyez, c'est les atomes. Donc ça forme une feuille, une nanofeuille nanométrique dans un sens. On peut avoir des dimensions nanométriques dans 2 dimensions. Donc ça va être des nanotubes, des nanofils, des nanofibres. Donc ça va être des objets qui peuvent être très longs. Ils peuvent faire plusieurs millimètres, plusieurs centimètres. Et pourtant, le diamètre va être 1000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Donc ça, c'est en 2 dimensions. Et puis, on va avoir en 3 dimensions. Donc ça, c'est plutôt ce qui nous intéresse dans le vitrail, puisque c'est plutôt sous forme de petites billes nanométriques qu'on va avoir des nanoparticules. Et donc là, je vous remets des exemples ronds, cubes, légèrement allongés ou en oursin. Et donc, c'est ça typiquement qu'on va retrouver dans les panneaux, dans le vitrail, et donc notamment les nanoparticules d'argent pour le jaune d'argent. Alors, pour terminer sur cette sous-partie-là, je voudrais aussi mentionner en quoi le nano est différent. Parce que, vous pourriez me dire, OK, le nano, c'est juste petit, en fait. Alors, oui, c'est petit, mais ça va avoir d'autres propriétés. Enfin, ça va générer d'autres propriétés qui ne sont pas simplement un facteur d'échelle. Alors, je vais vous expliquer. Donc, ici, ce que vous avez, c'est un graphique qui vous donne le diamètre d'une particule. Donc là, c'est une grosse particule, c'est 100 microns. Donc, 100 microns, ça va être un petit peu plus petit qu'une tête d'épingle. Enfin, ça va être, une petite... Voilà. Donc, je vous ai dit, un cheveu, un diamètre, c'est 50 micromètres. Et puis 10, 1, et puis ensuite on arrive à 100 nanomètres, 10 nanomètres, 1 nanomètre. Et donc là, vous voyez qu'il y a cette courbe verte là qui augmente très fortement plus on se rapproche vers de petites tailles. Alors c'est quoi cette courbe verte ? Il faut regarder ici, c'est la quantité d'atomes en surface, en proportion. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Si je prends cet objet-là, donc il est massif, il est gros, il est rempli d'atomes, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, les atomes, la proportion des atomes qui sont à l'intérieur et la proportion des atomes qui sont à la surface fait que la plupart des atomes sont plutôt contenus dans le volume à l'intérieur qu'à la surface. Mais vous comprenez que plus je vais réduire la taille de ça, et plus je vais arriver, c'est l'image qu'on voyait tout à l'heure, on voit ici, où on voit les atomes. Donc là, on voit les atomes à la surface, mais il y en a aussi à l'intérieur. Mais vous comprenez que là, comme on est sur un petit objet, il y a quasiment autant d'atomes qui se trouvent à la surface qu'il y en a à l'intérieur. Contrairement à cet objet-là où il va y avoir beaucoup plus d'atomes à l'intérieur en volume qu'en surface. Alors vous allez me dire, OK, et donc, qu'est-ce que ça change, ça ? En fait, ça change tout. Parce qu'en fait, en physique, dans la physique et la chimie, toute l'interaction
beaucoup d'interactions avec des matériaux en général se fait à la surface, parce qu'à la surface, vous avez des atomes, mais vous avez des atomes qui se retrouvent sans rien de l'autre côté. Parce que tous les autres atomes qui sont à l'intérieur, ils forment un cristal, donc autour d'eux, ils ont d'autres atomes. Donc ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas, ils ne font rien. Par contre, ceux qui sont à la surface, eux, ils peuvent interagir avec tout ce qui est en dehors. Donc des expériences chimiques, ça peut donc l'air, un fluide, la lumière, donc ça va être beaucoup plus réactif. Et donc c'est ça, et donc comme à l'échelle nano, on a beaucoup d'atomes en surface par rapport au volume, mais c'est ça qui va faire que ça va être des objets qui vont être très interactifs, qui vont interagir beaucoup avec l'environnement autour, et donc on peut avoir des propriétés optiques, mécaniques, électroniques, thermiques, etc., dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et donc ça nous amène à des applications en santé, énergie, télécom, sécurité, etc. Donc là, l'image que je vous ai mise, c'est en fait, vous augmentez la surface qu'on appelle la surface d'échange. Vous prenez un sucre et puis vous le cassez en 2, en 4, et puis là, vous l'avez en petits morceaux. Et donc, vous voyez que là, vous allez avoir beaucoup plus de surface que vous allez en avoir ici. C'est aussi l'image des poumons, c'est quand on regarde un petit peu les cellules de respiration du poumon, on a en fait beaucoup de surface par rapport au volume. C'est un peu l'idée ici, c'est la même. Voilà. Donc à présent, on va vous présenter, comme m'a dit Flavie, des exemples d'études qu'on a fait entre nous, donc la manufacture et le laboratoire. Donc il y a plusieurs études pour illustrer un peu toujours cette interaction entre les deux mondes. Donc là, comme nous sommes à la Cité du Vitrail, je voulais évoquer quand même le vitrail du XIIe siècle, qui est vraiment le trésor de la Cité du Vitrail. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'art, vous pouvez aller visiter la Cité et puis lire et écouter le petit film. Et ce que je voulais vous dire, en fait, sur ce vitrail, c'est qu'au-delà de sa dimension d'histoire de l'art et de matérialité, donc là, c'est vraiment les études qu'on a menées. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur ce petit vitrail, mais il y a Théo, qui est maintenant à la manufacture, Théo Karoff, qui est docteur en physique et qui a fait sa thèse en partie sur ce vitrail. Et là, je voulais vous montrer en fait le double intérêt d'une thèse scientifique sur cet objet. Le premier intérêt, c'était vraiment un intérêt archéométrique, c'est-à-dire il fallait vraiment vérifier par des mesures et des expériences si ce qu'on savait sur les colorations de compositions chimiques anciennes était cohérente pour cet exemple. Et en fait, ces analyses chimiques ont permis, physico-chimiques, ont vraiment permis de confirmer la critique d'authenticité qui avait été faite par les historiens de l'art, notamment du Centre Chastel. Donc là, on a la physique chimie qui se met au service en fait d'une œuvre et qui vient confirmer la datation. Par exemple, le verre bleu, si vous allez voir ce vitrail, on dirait du verre quasiment neuf. On est sur un bleu pas du tout altéré, qui a un très bel éclat. Et en fait, ces verres bleus sont des verres qui ont beaucoup de silice et qui sont souvent des remplois de verres antiques romains. Donc souvent, les urnes funéraires en fait étaient bleues. Ces verres ont été transmis pendant le Moyen-Âge et on recyclait déjà beaucoup. Donc, on a broyé ces verres pour en remettre une certaine partie dans la création des verres de vitraux. Et donc, ces verres ne sont pas du tout altérés. Contrairement, par exemple, aux verres rouges, qui, eux, sont extrêmement sensibles à l'eau et au milieu, parce qu'ils sont faits avec des cendres de fougères. Et du coup, ils sont très potassiques, mais avec aussi un réseau de silice beaucoup plus faible. Donc, en fait, ça permet, ces études, de comprendre l'histoire de ces œuvres. Donc ça, c'est, vous voyez, des exemples. Et puis, si Théo pourra venir présenter sa thèse une fois, à la Cité du Vitrail. Et puis, le deuxième intérêt, pardon, je suis allée un peu vite, mais c'était aussi de se dire, on étudie l'ancien pour comprendre le nouveau et puis surtout pour essayer de résoudre des problèmes nouveaux. Et donc, dans sa thèse, il a beaucoup étudié l'interaction fer et manganèse dans les verres pourpres, et parce que c'est des problèmes plutôt dans l'industrie du verre où
le changement des différents systèmes de chauffe. On est passé de systèmes de four au gaz qui sont passés au four électrique. Au gaz, on a des atmosphères réductrices, alors qu'au four électrique, c'est plutôt oxydant. Donc, en fait, c'est comment on peut comprendre les matériaux anciens et cette interaction fer-manganèse et comment on peut l'adapter au verre d'aujourd'hui pour qu'il soit stable. Donc, ça, c'est un premier exemple. Ensuite, avec Christophe, on a fait une étude, il y a peut-être 2 ans maintenant, je crois, sur des vitraux, se dire, si le vitrail est un filtre, on peut s'en servir pour faire de la conservation préventive. Et la problématique des vitraux à Viviers, enfin surtout de la cathédrale de Viviers, c'est que dans le chœur sont conservées des tapisseries. Et une tapisserie, soit vous la mettez à la lumière et elle se dégrade, soit vous la mettez derrière un rideau noir, mais vous ne la voyez pas. Et donc l'idée, c'était de se dire, et en plus l'architecte en chef et la conservatrice se disaient, si on met des rideaux, les gens vont oublier de les mettre et de toute façon, ça va continuer à se dégrader. Donc on s'est dit, on peut peut-être utiliser les vitraux pour filtrer toutes les longueurs d'onde néfastes aux tapisseries et faire une création contemporaine pour permettre en fait la conservation des œuvres à l'intérieur de la cathédrale, puisque là vous voyez que les vitraux sont des simples vitreries qui servent de clôture étanche, mais qui sont en verre blanc. Donc je donne la parole à Christophe, mais l'idée c'était vraiment de comprendre cette lumière pour pouvoir utiliser le vitrail comme filtre. Oui, donc du coup, on a été sur place. Et donc, vous voyez, je vais reprendre ça, voilà. Donc là, vous voyez, on a effectué des mesures à l'intérieur. Donc là, c'est l'ordinateur qui va récupérer les données. Et donc ici, le petit boîtier que vous avez là, c'est un spectromètre. Et donc qui est relié à l'ordinateur. Et donc un spectromètre, c'est un objet qui va mesurer le spectre lumineux. Donc quelle est la répartition des couleurs en fonction de la longueur d'onde. Donc je vous en ai montré des exemples tout à l'heure, le spectre du soleil, le spectre de l'œil humain et puis celui du chien. Donc voilà, donc typiquement on va utiliser cet appareil. Et donc cet appareil était relié à une fibre optique qui était montée sur un trépied. Et donc la lumière arrivait dans la fibre optique et était détectée par le détecteur. Et ensuite, on analysait ça sur ordinateur. Et donc c'est ce qu'on a fait. En effet, on s'est mis dans la cathédrale et on s'est positionné à différents endroits. Il y avait une autre photo aussi où on voit... elle a disparu. Elle a disparu. Bon, non, c'est là. Si, là, c'est ça, là, ça ne bouge pas, voilà. Où là, vous voyez, par exemple, c'était Flavie qui était en hauteur, parce qu'on a pris en fonction différentes hauteurs, différentes orientations aussi, vraiment pour avoir une idée de comment le soleil, donc quel est le spectre lumineux qui va arriver et comment dans cette cathédrale, toujours dans l'idée donc de connaître exactement la lumière qui va arriver sur ces tapisseries, et notamment quelle longueur d'onde, puisque les dommages qu'on peut avoir sur ces tapisseries vont dépendre aussi de savoir si on a de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. Donc c'était important de connaître tout ça. Donc on a fait des mesures dedans, dehors aussi, pour voir un petit peu. En dehors, c'était pour calibrer en fait, pour savoir, puisque on avait ici des vitres, donc il n'y avait pas de vitrail, c'était ça l'idée, de voir comment on peut changer ces baies et mettre du verre coloré pour protéger les verres. Donc on a fait cette étude-là, et donc on a essayé de trouver des pistes de verre intelligents pour proposer une création de vitraux filtrants. C'est des longueurs d'onde qui sont donc dangereuses, donc plutôt infrarouge et ultraviolettes. Évidemment garder le visible, mais peut-être aussi l'atténuer pour pouvoir protéger ces tapisseries. Donc là je vous montre 2 courbes. Oui, donc on ne peut pas enlever le physicien, mais donc je vous montre des courbes. Donc ici, mais c'est un peu toujours les mêmes. Maintenant, je pense que vous avez... Donc on a la longueur d'onde. Donc je vous rappelle, le visible, c'est entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Donc c'est sur cette gamme-là, voilà, à peu près. Et donc là, vous avez 4 courbes. Donc vous avez 3 qui sont ensemble et une qui est un petit peu séparée. Donc les 3 qui sont ensemble, bon, c'est des types de verres. En fait, donc les 4 courbes, ce sont des verres qu'on peut acheter dans le commerce. Et donc que Flavie à la manufacture achète pour différents types de travaux.
Et donc, on a regardé quelle est la transmission de la lumière de ces verres de 300 nanomètres à 800 nanomètres. Et donc, vous voyez que donc ici, ça transmet. Ici, ça ne transmet plus dans l'UV, dans le proche UV. Donc ça, c'est le proche UV. Donc ça, c'est une partie qu'on aimerait bien enlever, parce que c'est un peu dangereux. Enfin, c'est dangereux, ça abîme. Et on voit que ce verre feuilleté, là, par contre, bien lui, il est plus proche de 400 nanomètres. Et surtout, donc, il coupe ici. Vous avez zéro transmittance, donc pas de transmission. Donc, il coupe toute cette partie-là. Donc ça nous a dit, donc voilà, donc déjà une première donnée sur l'utilisation de ce verre, mais on s'est aussi rendu compte qu'évidemment, ce n'était pas suffisant. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, qui est une bonne nouvelle, c'est que la combinaison de ce verre et du jaune d'argent, justement, donc du vitrail, ça peut aider. Alors, pas ce verre-là, pardon, d'un autre verre. Donc, donc ici, vous avez deux courbes. Vous avez la courbe en bleu ici, c'est un type de verre qui est sans rien dessus, enfin un verre transparent, mais justement celui-ci est moins transparent. Donc vous voyez ici on a des transmittances qui sont de l'ordre de plutôt 10%, alors que tout à l'heure on était quasiment à 100%, à 90% on va dire. Et donc c'est un verre qui naturellement déjà tamise la lumière. Donc j'ai dit voilà, ça on va utiliser ça, un verre qui laisse passer la plupart du visible, c'est entre ici et ici, mais qui va tamiser la lumière déjà, donc on aura moins de lumière. Et ensuite, ce que vous voyez, la deuxième courbe, c'est la même, sauf que ici, dessus, on a mis du jaune d'argent, le fameux, et on voit que toute cette partie-là, donc surtout la partie qui est UV, est quasiment supprimée ici. Et donc ça veut dire que vert plus jaune d'argent, on a quelque chose qui est vraiment dans les couleurs donc moins agressives pour vert, rouge, orange, jaune, moins agressive pour les tapisseries, tout en étant aussi beaucoup moins éblouissant. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a finalement préconisé, donc l'utilisation, donc en effet, de ce type de verre et de jaune d'argent, donc du vitrail, et que la combinaison des deux, on voit que ça fait quelque chose qui va nous donner une courbe. Donc après, ça retombe aussi dans l'infrarouge, qui va nous donner quelque chose qui va plutôt protéger. Donc c'est ce qu'on veut, les tapisseries. Voilà. Dernier exemple, pardon. Ça, c'est un exemple un petit peu plus récent. Donc, c'est à nouveau de recherche commune entre l'UTT et la manufacture. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, donc le fameux jaune d'argent, donc c'est très bien, mais l'un des enjeux, c'est de dire est-ce qu'on peut passer à d'autres couleurs, donc vert par exemple. Et donc, merci. Oui. Donc, on a travaillé. Donc, c'est surtout mon collègue Julien Proust, qui est aussi enseignant-chercheur à l'UTT, un collègue avec moi dans le même laboratoire. Donc, lui, moi, je suis plutôt sur les propriétés optiques. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui va fabriquer ces fameux nanotrucs. Et donc, l'enjeu, là, c'était lors d'un stage avec une étudiante de l'UTT, entre la manufacture et puis l'UTT, c'est de créer des nanoparticules qui puissent nous donner du vert vert. Donc j'avais mis en titre vert le vert vert. Et donc vous voyez ici qu'il y a des premières tentatives qui semblent avoir fonctionné. Donc on voit ici un beau vert. Et donc là vous voyez ici donc sur deux exemples. Donc je pense que c'est la cuisson qui doit être différente. Donc du rouge et du vert. Et donc des premiers résultats. Donc si on continue en effet, c'est après. Donc on s'est dit, ok, donc voilà, donc ça c'était à base de, alors du coup j'ai un doute, c'est du cuivre, je crois, à base de cuivre. Et donc bon, une fois qu'on voit, alors il faut faire attention à la physico-chimie des matériaux parce que c'est pas parce qu'on voit du verre qu'on va se dire c'est des nanoparticules. Ça peut être plein d'autres choses en fait. Et donc ce qu'on a fait, c'est obtenu une image, donc Flavie en a montré une tout à l'heure, de microscope électronique à balayage, toujours la même. Et là, en effet, on voit des petits points comme ça, qui sont des agrégats, des nanoparticules, donc de cuivre, qui sont responsables pour cette couleur verte sur le verre. Et ici, vous avez le spectre. Alors, il faut que je regarde, c'est quoi le... Oui, donc j'arrive pas à voir tellement c'est... Voilà. Donc vous avez deux spectres en fonction du temps de cuisson. Donc vous avez un spectre qui est plutôt
plutôt une couleur, on va dire, vert bouteille. Et puis vous avez un autre spectre qui est plutôt un vert jaunâtre, parce qu'en fait, si tu peux... Attends, on va dézoomer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tout un dégradé. Donc ici, vous avez la partie plutôt vert bouteille, et ici plutôt la partie jaunâtre. Donc vert qui tire vers le jaune. Donc c'est intéressant parce que ça donne deux types de couleurs. Bon, par contre, il me semble que c'est pas encore clair comment on passe de l'un à l'autre et comment on contrôle ça. Voilà, donc il faut qu'on continue à travailler ensemble. Et donc pour terminer, on a terminé là-dessus. Je vais juste, donc là, donc moi je suis enseignant-chercheur, mais je suis aussi professeur, je suis aussi directeur du laboratoire. Et donc je suis très content parce qu'on a travaillé ensemble sur un projet qui s'appelle, donc on va terminer là-dessus pour vous montrer vraiment l'intérêt entre deux domaines qui a priori n'ont rien à voir et pourtant, qui est un projet de laboratoire commun. Et donc ça c'est un projet qui a été financé cette année, qui va démarrer. Il faut qu'on décide de la date. C'est vraiment, voilà, donc ce sera le 1er novembre certainement. Merci. Et donc, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc, l'Agence nationale de la recherche, c'est l'Agence nationale de la recherche française, donc qui finance beaucoup de projets. Enfin, c'est la plus grosse agence de financement en France de projets publics. Donc, alors là, ça va à tous les niveaux. Et donc, il y a ces projets un petit peu particuliers qui sont donc ce qu'on appelle des laboratoires communs. Qui sont des projets donc, qui s'appellent Luminano, ce laboratoire commun. Et généralement, donc, c'est Luminano pour lumière, nano-optique et vitrail. Hein, donc, on retrouve les ingrédients. Et donc, c'est des projets particuliers, même pour cette agence, parce que c'est la combinaison, enfin, c'est l'interaction entre un laboratoire de recherche, donc le mien, le L2N, et une entreprise, donc ça peut être d'autres types de laboratoires. Et donc là, en l'occurrence, c'est la manufacture Vincent Petit sur ces thématiques, et donc d'extraire une recherche commune et d'aller vers des choses, d'autres choses, donc des verres intelligents, on en a un petit peu parlé, des nouveaux appareils de mesure, des matériaux, ce que je vais appeler hybrides, c'est-à-dire que là, on a parlé de particules métalliques, mais vous pouvez avoir d'autres types de particules pour d'autres applications. Des œuvres uniques aussi, puisque Flavie, ce qui va plus l'intéresser, ça va être de faire des œuvres originales et donc avec d'autres techniques, de trouver d'autres moyens de les faire. Et donc, on va avoir nanomatériaux, caractérisation, fabrication, coloration du verre, restauration, conservation, matériaux artistiques. Et donc, tous ces domaines-là qu'on va mettre ensemble dans ce laboratoire commun. Voilà. Et donc, l'idée, ce sera de démarrer ce projet, et donc de se nourrir de l'un l'autre entre les expertises de l'un et de l'autre pour avoir de nouvelles choses dans un futur proche. Voilà. Et donc, on a terminé. Donc, si vous avez des questions. Vous avez des questions? Ça vous laisse sans voix? Vous avez compris plein de choses? J'ai 1h32. C'est pas mal. C'est ça. Je l'ai pris comme, j'ai appelé ça comme ça, mais on pourrait lui trouver un nouveau nom. Mais c'est pas mal, le verre de 3. Il faut juste qu'on arrive à refaire ce qu'on a fait en échantillon. C'est pas gagné. Justement, dans ce projet-là, ça va être l'occasion, enfin, c'est des choses qui peuvent être étudiées. Voilà, donc ça nous donne un cadre d'étude, un cadre pour étudier ce genre de choses. Parce que là, en effet, ce qu'on vous a montré, c'est vraiment des premières choses. Mais mon collègue Julien, qui travaille là-dessus, donc avec Flavie, il y a encore beaucoup de choses, la chimie, la physico-chimie, l'interaction avec le verre. Il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Et en plus, il faut que ça soit des couleurs pérennes. Il faut que ça reste dans le temps. C'est mieux. C'est pas fini. En fait, c'est vraiment la joie de l'interdisciplinarité, je pense. Et de voir comment les sciences dures et les sciences souples peuvent se rencontrer sur des champs et explorer des champs vraiment nouveaux. Et comment, justement, l'observation des techniques anciennes peuvent amener à découvrir, en fait, de nouveaux champs qui sont vraiment sur des champs de la physique quantique.
Oui, simplement, par exemple, là, je vous ai parlé de verres intelligents. Donc, les verres intelligents, ça existe déjà. Hein, si vous avez, il y en a de ce qu'on appelle les verres, c'est des verres qui se polarisent. Donc, vous pouvez, en changeant rapidement l'indice de réfraction du verre, vous allez avoir un verre qui peut passer, ou comme les lunettes, hein, donc les lunettes de soleil, hein, qui changent. Voilà, c'est déjà des premiers exemples. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin, d'aller vers d'autres types de verres colorés qui peuvent avoir différentes colorations, qui peuvent avoir. Donc, alors, au-delà du vitrail, nous, les applications, ça va être, je vous ai parlé tout à l'heure d'écran. Ça peut être des écrans, ça peut être du display, ça peut être aussi de l'éclairage aussi. Avoir du verre qui éclaire aussi en même temps, ou qui éclaire différemment. Enfin bref, il y a tout un tas de choses où, en effet, comme l'a dit Flavie, et c'est souvent ça, comme ça en science aussi, hein, c'est qu'on redécouvre des choses anciennes avec un nouveau regard, des nouveaux outils, et donc on en déduit des nouvelles opportunités. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.